Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Croissance Verte sur Médian. Merci de nous rester fidèles. Les jardins écologiques communautaires ont pour objectif la production alimentaire. Ils sont sous-tendus par d'autres fonctions prépondérantes comme par exemple l'inclusion sociale d'un quartier, la sensibilisation citoyenne à l'écologie ou la valorisation de l'image d'une ville ou bien d'un quartier de plus en plus apprécié. Ces jardins communautaires sont une excellente alternative pour ceux qui veulent jardiner en pleine ville. Ces espaces aujourd'hui, parmi les avantages qu'ils procurent, nous pouvons citer aujourd'hui la culture de légumes frais qui sauront garnir votre assiette de produits sains et cultivés de façon également dans le respect aujourd'hui de l'environnement. À Guédiawaye, dans la banlieue de la capitale sénégalaise, un homme du nom de Modou Fall, plus connu sous l'appellation Modou Mbous, a mis en place un jardin écologique communautaire, un espace où il sensibilise sur la nécessité de la préservation de l'environnement, la lutte contre le péril plastique. D'ailleurs, Modou transforme les pneus usagés en chaises et puis en pots de fleurs et autres accessoires. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Monsieur Bou Mohamed Fall. Vous êtes géographe, aménagiste du territoire, diplômé en environnement, également entrepreneur agricole. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci M. Sow. Bon, d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Je suis vraiment disposé à partager ce plateau avec vous pour parler d'une question d'une importance capitale, à savoir les zones écologiques communautaires. Merci également pour cette disponibilité. Mais avant, suivons ce reportage réalisé par Eva Sagna et Cheikh Ndaw. Nous sommes à Médina Gounass, dans la banlieue de la capitale sénégalaise. Ici, un homme redonne vie aux déchets plastiques. Du haut de ses mètres 78, Modou Fall, ou plus connu sous le nom de Modou Mbous, comprenez bien l'homme plastique, en Wolof, une langue locale. Ce pseudo fait allusion à son engagement pour la protection de l'environnement. Pour fuir la pollution atmosphérique, le quinquagénaire transforme les pneus en fauteuils, pots de fleurs et meubles de salon. Ces chefs-d'œuvre exposés dans cet espace qu'il a lui-même aménagé et qui sert de lieu de détente aux populations de sa commune, Médina Gounass. C'est une recycle pneus. C'est juste la pollution atmosphérique. Je recycle des pneus pour fuir la pollution atmosphérique. Car comme vous le constatez, lors des manifestations, les pneus sont brûlés. Et cela crée une pollution très dangereuse pour la santé. C'est pourquoi je transforme ces pneus en pots de fleurs, en fauteuils et en meubles de salon. Pour montrer aux gens que ces pneus peuvent servir à autre chose. Plus d'une décennie que l'ancien militaire lutte contre l'utilisation accrue du plastique au Sénégal. Chaque pneu que je ramasse est amené ici. L'endroit est en aménagement comme vous pouvez le voir. Ici, nous sensibilisons sur la pollution plastique afin que chacun puisse s'approprier la question de la protection de l'environnement. Cet espace est aménagé grâce à Modou. C'est lui qui nous a permis d'avoir un endroit adéquat pour changer de l'air. Il est à l'origine de cette belle œuvre. Derrière cet espace se trouve un stockage de pneus et non loin encore, un jardin potager. Autrefois, cet endroit fut un dépotoir d'ordures. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de Modou et son équipe, avec l'appui de la municipalité, l'endroit accueille des visiteurs et autres amoureux de la nature. C'est le cas d'Absa, qui est sous le charme des lieux qu'elle découvre pour une première fois. C'est un bel endroit, je l'aime bien. Je fais du jardinage chez moi.
L'endroit m'inspire beaucoup et je viendrai me capaciter ici car je voudrais en faire ma propre activité comme beaucoup de femmes le font d'ailleurs. Et le plus intéressant, c'est le recyclage qui se fait. Je m'y vois bien dans le maraîchage. Dans sa passion pour l'environnement, l'homme plastique a planté plus de 4500 arbres à travers le Sénégal. Nous avons 4518 arbres plantés partout dans le Sénégal. Nous sommes à près de 5000 arbres plantés partout ici au Sénégal. Mon équipe et moi, nous avons mené des campagnes de reboisement. Nous voulons à travers ces actes que chaque famille ou dans chaque quartier, qu'ils aient des variétés d'arbres. Le seul souci que nous avons, c'est l'accès aux pépinières. Nous n'avons jamais eu d'arbres dans ce quartier. Ils en ont planté partout. Modou a permis aux habitants d'avoir des arbres devant chaque maison. Pour l'heure, la seule attente de celui qui fut distingué par le chef de l'État sénégalais par l'Ordre national du mérite est l'application effective de la loi interdisant l'utilisation de sachets en plastique. De retour sur ce plateau pour la seconde partie de votre émission Croissance verte. Et M. Fallon, nous entendons souvent aujourd'hui parler de jardins écologiques communautaires. Qu'en est-il de ce concept? Ok, M. Sow, les zones ou bien les jardins écologiques communautaires sont des zones qui sont aménagées, n'est-ce pas, au niveau, à l'échelle la plus petite de la décentralisation qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire des modèles de l'économie circulaire à l'échelle des quartiers pour permettre peut-être aux populations, n'est-ce pas, de pouvoir avoir de bonnes pratiques écologiques au niveau de ces zones écologiques communautaires, comme l'a montré le reportage. C'est-à-dire on y pratique de l'agriculture, on y fait également de l'économie circulaire. Contrairement à ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire l'économie linéaire. Par économie linéaire, il faut comprendre, c'est-à-dire après production, c'était destiné à la consommation et après consommation, on jetait. Mais du coup, avec l'économie circulaire maintenant, ce n'est plus le cas. Avec l'économie circulaire, ce qu'il faut, il va falloir après production, consommation, maintenant on ne jette plus. Mais on va recycler. Donc après consommation, rien ne se perd, tout se transforme à travers le recyclage. Effectivement. Donc le fait de recycler ces déchets-là, ça va permettre non seulement de faire des économies, mais ça participe également à ce qu'on appelle la protection de l'environnement. Et que pensez-vous de l'exemple qui vous a été présenté à travers ce reportage, ce que fait aujourd'hui Modou Fall et les populations de Guédiawaye, surtout dans cette zone-là qui est Médina Gounass? C'est l'importance même de ces zones écologiques communautaires, c'est que la plupart du temps, elles sont implantées dans d'anciennes zones qui servaient de dépotoirs sauvages. D'ailleurs, c'est le cas de cette zone de Guédiawaye d'ailleurs. C'était un ancien dépotoir. Effectivement, c'est-à-dire ces dépotoirs-là et puis participer à nuire l'environnement et le fait de les aménager et d'inviter les populations à avoir des pratiques beaucoup plus responsables, ça permet non seulement d'éduquer les enfants dans un domaine qu'on appelle l'éducation environnementale, les inculquer des valeurs pour que ces derniers, dans l'avenir, puissent, n'est-ce pas, trouver un environnement adéquat qu'ils vont demain peut-être léguer à leurs enfants. Et selon vous, à quoi consistent ces jardins communautaires? Au-delà de ce que vous venez d'expliquer, à quoi consistent ces jardins communautaires-là? Oui, non seulement, à part ce que je viens d'expliquer, ce sont des espaces qui servent de formation aux jeunes, mais également aux femmes, à ce qu'on appelle les métiers verts. Parce que la plupart du temps, les gens ils pensaient que les déchets, il fallait tout simplement s'en débarrasser. Mais maintenant, on a compris qu'avec les déchets, comme certains le disent, les déchets sont de l'or. Donc il va falloir les transformer de manière intelligente, à savoir être beaucoup plus responsable, trier les déchets, récupérer les matières plastiques, récupérer les matières ferreuses. Et puis, ça va permettre, peut-être, je ne l'ai pas vu au niveau du reportage, mais dans d'autres zones, par exemple, si vous allez à Rufisque, et puis il y a des bacs qui sont aménagés au niveau de la zone, et puis chaque bac a une spécificité. Les bacs qui vont récupérer les matières ferreuses, d'autres qui vont récupérer les matières plastiques, et puis toutes ces matières-là récupérées vont être acheminées dans les entreprises qui vont les recycler et
ils vont les ramener au niveau des ménages. Et vous avez tout à l'heure parlé de l'exemple de Rufisque où on a une zone écologique communautaire à Thiawlène. On a vu à Guédiawaye, Médina Gounass plus particulièrement, un jardin écologique communautaire. Qu'est-ce qui différencie les concepts entre une GEC et aujourd'hui un GEC? C'est-à-dire une zone écologique et un jardin écologique. Pratiquement, après avoir vu le documentaire, bon, je n'ai pas vu de différence particulière. Juste que je pense que les zones écologiques communautaires sont beaucoup plus complètes. Parce que si vous allez au niveau de Rufisque avec la ZEC de Idrissa Thiaw, que je salue au passage, là, vous voyez, non seulement on organise des séminaires, inviter les populations, en l'occurrence les enfants, leur faire des formations sur l'économie circulaire, leur apprendre quels sont comment être beaucoup plus responsable par rapport aux déchets, parce que nous vivons avec les déchets, nous les produisons, et peut-être il y a une manière beaucoup plus responsable d'utiliser ces déchets-là pour que vous puissiez en tirer profit, mais également protéger l'environnement sans pour autant nuire à autrui. Et au niveau de chez ZEC-là, on constate que les jeunes et les enfants occupent une place importante parmi la cible. Est-ce une façon aussi de susciter des vocations chez cette catégorie de la population, ou plutôt de les sensibiliser pour en faire une génération éco-citoyenne? Effectivement, c'est en quelque sorte le but qui est recherché. Parce que la plupart du temps, vous voyez, vous marchez dans la rue et puis vous voyez certaines pratiques qui se font, et puis qu'est-ce qu'ils les font? Ce sont des adultes. Donc avec ces enfants-là, on s'est dit que si on parvient à former ces enfants-là, peut-être ils vont être beaucoup plus responsables. Vous voyez? Donc d'où la nécessité de les inviter à chaque fois lors des séminaires. On fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'enfants pour que ces enfants-là, une fois peut-être à la maison, ils vont essayer de pratiquer ce qui leur a été enseigné au niveau de la ZEC. Et si on en revient à l'exemple qu'on a vu à Guédiawaye, selon vous, quels sont les avantages aujourd'hui d'un jardin écologique communautaire? En premier lieu, je dirais qu'ils vont permettre, n'est-ce pas, de lutter contre les dépotoirs sauvages. Ça, c'est un atout capital. Parce que la plupart du temps, vous voyez dans certains quartiers, c'est en quelque sorte des meubles, mais dans une échelle beaucoup plus réduite. Donc avoir une zone écologique non seulement permettrait de lutter contre ces dépotoirs-là, mais également il va constituer à former surtout les femmes qui constituent un élément fondamental dans la société. On va leur offrir des formations qui vont leur permettre d'être autonomes. Et également former des jeunes à ce qu'on appelle les métiers verts, pour qu'ils ne puissent pas tout simplement penser qu'après même leurs études, ils peuvent attendre l'État pour trouver du travail. Mais ces formations-là, par exemple en agroécologie, peuvent leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir même leur propre parcelle et y pratiquer le maraîchage qui est aujourd'hui un moyen de gagner sa vie. Et même au-delà de leur propre parcelle, on voit en ville de plus en plus aujourd'hui ceux qui font de l'agriculture ou bien du maraîchage sur leur terrasse. C'est un phénomène qu'on voit aussi de plus en plus en milieu urbain. Effectivement, parce que même pour faire le maraîchage là, il va falloir avoir des éléments tels que le compostage. Même au niveau de ces zones écologiques communautaires là, on vous apprend même les techniques de compostage. Donc une fois que vous avez acquis ces connaissances là, vous pouvez aller chez vous et puis faire ce qu'on appelle les agricultures sur table, et puis vous utilisez ce compost-là qui a été produit, et ça va vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir votre propre table, et puis vous avez vos propres cultures, que ce soit des légumes, que ce soit des, les basiliques, etc. Et face aujourd'hui au phénomène de l'urbanisation galopante que l'on voit, comment est-ce qu'aujourd'hui ces jardins écologiques pourraient contribuer à la promotion du développement durable? Puis vous savez, ça c'est une question très intéressante, parce que en dehors d'être dans le domaine de l'environnement, et puis des études même ont montré que en ville les gens ils sont trop stressés. Ils sont trop stressés et cela peut même les conduire dans un état de dépression très avancé et du coup à la folie. Donc avoir des espaces de détente dans une ville, c'est extrêmement important, parce que le fait d'être en contact avec la nature, en contact avec un environnement, mais je dirais un environnement sain, cela participe également à atténuer peut-être le stress et du coup même à l'éradiquer. Je pense qu'il faudrait démultiplier
les espaces verts au niveau des villes parce que c'est extrêmement important. Et vous venez de parler des impacts ou bien des conséquences sur la santé, mais quelle contribution aussi de ces espaces écologiques sur le renforcement des liens sociaux entre les communautés et même sur la promotion de l'écotourisme? Effectivement, parce que le lien, je dirais que la plupart du temps, vous voyez, donc dans certains quartiers, on constatait parfois que au niveau de certaines maisons, les gens pouvaient tout simplement sortir leurs poubelles et les abandonner au niveau de la rue. Et puis ça crée parfois des tensions, mais avec les zones écologiques communautaires, vous pouvez tout simplement prendre votre bac, vous allez au niveau de la zone, et puis vous respectez les caractérisations, et puis voilà, tout simplement parce que tout le monde maintenant n'est pas obligé d'aller au niveau de la rue pour y jeter les ordures. Vous allez tout simplement au niveau de la zone, et puis on vous explique les procédés à utiliser. Et puis maintenant, vous êtes bien. Mais est-ce que cela ne pourrait pas constituer en tout cas un atout aussi pour renforcer les liens sociaux entre les populations? Le fait de venir pratiquer ensemble le jardinage là-bas, d'être sensibilisés ensemble sur l'écologie et autres, est-ce que ça ne peut pas contribuer aussi à renforcer les liens sociaux? Effectivement, c'est ce qui se fait. Hein. En tout cas, peut-être, je ne l'ai pas vu au niveau du reportage, mais à Rufisque, en tout cas, c'est ça qui se fait. Chaque semaine, il y a un thème on organise peut-être une rencontre, on choisit un thème et puis on invite toute la population, que ce soit les jeunes, les femmes, on les invite, les enfants, on les invite et puis on leur apprend à avoir des pratiques responsables et cette rencontre-là, ça crée vraiment des liens tellement forts que et puis tout le monde maintenant n'est plus obligé d'avoir des pratiques irresponsables. Et ça, je pense que c'est un atout. Et ces espaces verts désignent des zones naturelles ou aménagées, généralement accessibles au public, comme vous venez d'en donner un exemple à Rufisque, qui sont principalement couvertes de végétation, comme le cas des jardins écologiques communautaires. Mais comment cela peut contribuer à lutter aujourd'hui contre les effets de l'urbanisation et aussi à préserver la biodiversité dans cette zone? Effectivement, parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, on assistait à une prolifération des dépotoirs sauvages. Et maintenant, avec l'avènement des zones écologiques, donc je pense qu'on peut même aller plus loin. Parce que non seulement on y organise des séminaires, on y pratique l'agriculture, mais on pourrait même aller jusqu'à en faire de la pisciculture et même pourquoi pas des mini-parcs pour permettre peut-être, comme vous l'avez dit, de faire renaître la biodiversité, permettre également aux populations non seulement de bénéficier de ce grand atout-là. Et parlant de mini-parc, aujourd'hui, le gouvernement sénégalais a pour projet de mettre sur pied un parc urbain de 10 hectares sur une partie de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, dont le reste aujourd'hui, en tout cas, de cet aéroport est devenu un aéroport militaire. Que pensez-vous d'un tel projet? En tout cas, tout ce qui est en rapport avec le fait de préserver notre environnement, moi je suis pour. Parce que la plupart du temps, Dakar, la bétonisation, je vais dire, de Dakar est inquiétante. Et puis la plupart du temps, même les zones qui servaient d'espace de détente, ces zones-là maintenant n'existent plus. Vous allez à Rufisque, c'est le cas. Vous allez autre part, c'est le même cas. Donc il va falloir non seulement lors de l'urbanisation, essayer de laisser des espaces verts, parce que les espaces verts sont très importants pour une ville, parce qu'elles constituent en quelque sorte les poumons qui vont permettre non seulement à la ville de respirer. Parce que si on continue sur cette lancée-là, je pense que la vie même va être extrêmement dure au niveau de la ville. Et vous parliez tout à l'heure de l'impact sur la santé mentale des individus. D'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande un minimum de 9 mètres carrés d'espace vert par personne dans les zones urbaines. Et selon vous, quel impact aujourd'hui de ces espaces verts sur la santé et le bien-être de l'individu, au-delà de la question ou bien de l'impact sur la santé mentale? Et puis l'épanouissement. Donc, vous avez parlé tantôt des liens sociaux. Ces espaces vont permettre, peut-être après le travail, les gens peuvent s'y rencontrer et puis discuter, partager et puis enlever le stress. Et puis voilà. Donc en quelque sorte, ça permet de rattacher les liens sociaux. Je pense que c'est une initiative à saluer.
Et M. Fall, je le disais en introduction, vous êtes responsable du pôle environnement de l'organisation Ndamrek Team, une organisation basée à Rufisque, en périphérie de la capitale sénégalaise, et qui promeut le développement économique, social, naturel, culturel plutôt, et environnemental. Quelles sont les principales activités menées par votre organisation? Bon, notre organisation, comme vous l'avez cité, on a eu à faire énormément d'activités. Parce que, en tout cas, au niveau de Rufisque où nous sommes basés, on a eu à former sur le plan du secourisme 600 jeunes à l'échelle du département, mais également sur le plan de la protection de l'environnement, on a eu à planter 600 arbres l'année passée. 600 arbres. Et puis on continue également d'organiser des panels pour inviter les gens à être beaucoup plus responsables par rapport aux questions de l'environnement, puisque je suis le responsable du pôle environnement, mais dans d'autres domaines, à savoir le sport, on invite également les populations, en l'occurrence ceux qui sont du mouvement Nawetaan, on les invite à intégrer le volet environnemental dans leur programme. Parce que puisqu'on parlait de l'association sportive et culturelle, on a maintenant inventé peut-être un nouveau concept, association sportive, culturelle et environnementale, pour permettre à ces ASC-là, n'est-ce pas, d'intégrer le volet environnemental. Une fois que l'ASC, maintenant, elle est battue, donc pourquoi pas ne pas continuer peut-être à organiser des reboisements, à organiser des set-setals pour permettre peut-être à son quartier d'être beaucoup plus sain. Et au niveau du pôle environnement que vous dirigez de votre organisation, travaillez-vous aussi sur les questions d'économie circulaire des déchets? Vous avez parlé tout à l'heure d'aménagement d'espaces verts, de reboisement et tout, mais travaillez-vous aussi sur les questions d'économie circulaire? Bon, avec l'économie circulaire, pour le moment, on n'y travaille pas. On est peut-être en train de voir avec M. Idrissa Thiaw comment mettre en place peut-être un partenariat avec l'organisation et la ZEC, pour peut-être essayer de mailler un peu le département de Rufisque, essayer de trouver un modèle. Si ça passe, on va essayer de démultiplier ça à l'échelle nationale, puisqu'on est beaucoup plus... Et par rapport à ce modèle, que pensez-vous aujourd'hui de l'aménagement croissant, puisqu'on voit de plus en plus ces zones-là aménagées? Que pensez-vous de l'aménagement croissant des zones écologiques communautaires un peu partout dans nos villes aujourd'hui au Sénégal? En tout cas, ce serait exactement une bonne chose, parce que le fait d'avoir des ZEC un peu partout au Sénégal, non seulement ça va permettre de réduire le taux de déchets qui est produit, parce que déjà, non seulement à Dakar seulement, on a 3500 tonnes de déchets par jour. Vous vous rendez compte? Donc, avec les ZEC, on vous apprend à être beaucoup plus responsable par rapport à la production de déchets. Donc, si toutefois l'information passe et que les gens commencent maintenant à pratiquer l'économie circulaire, non seulement ça va leur permettre d'avoir de l'économie, mais également ça leur permettra de réduire leurs déchets, d'où le zéro déchet qui occupe maintenant la place dans tous les débats. Et au sein de votre organisation, les jeunes occupent une place importante et de plus en plus, on voit ces jeunes-là également très engagés, en tout cas dans ce qui est de l'éco-citoyenneté, dans le reboisement et bien d'autres actions. Que pensez-vous aujourd'hui de cette éco-citoyenneté naissante ou bien de plus en plus croissante chez les jeunes aujourd'hui? En tout cas, c'est quelque chose que je salue, parce que la plupart du temps, les gens ne s'intéressaient que du football. Mais maintenant, les gens sont conscients que la protection de l'environnement est plus que jamais nécessaire. Parce qu'avec le réchauffement climatique que nous vivons actuellement, maintenant on ne parvient même plus à détecter l'hiver du printemps. Donc le fait d'inviter les populations à s'intéresser au reboisement, à s'intéresser à la gestion des déchets, à s'intéresser aux opérations de nettoiement, je pense que ça participe à éveiller non seulement les consciences, mais ça participe également à prôner le développement durable, ne serait-ce que penser à nos enfants qui vont venir. Parce que si nous continuons, bien si nous on ne les sensibilise pas, parce que peut-être demain, la situation pour nos enfants deviendrait beaucoup plus difficile. Sensibiliser davantage les plus jeunes pour mettre en place ou bien pour forger en tout cas une génération d'éco-citoyens. Ça a été un plaisir, M. Fall, de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, M. Sow. Le plaisir est partagé et ce fut vraiment un moment d'échange. J'ai beaucoup aimé le concept
et j'espère qu'on aura l'occasion de débattre sur d'autres points. Ce sera avec plaisir, M. Bou Mohamed Fall, géographe, aménagiste du territoire, diplômé en environnement et entrepreneur agricole. Vous êtes aussi un acteur de développement, responsable du pôle environnement de l'organisation Ndamrek Team, une organisation basée à Rufisque. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.